Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers élèves du tronc commun scientifique. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va toujours faire la suite des études que vous allez faire pendant la sortie ou bien lorsque vous allez revenir en classe. Alors, cette activité concerne les techniques de collecte et la conservation des êtres vivants. Et la vidéo précédente, on a traité les techniques d'études statistiques dans un milieu forestier et dans un milieu aquatique. Allah barakatillah. Commençons par les techniques de collecte et conservation des êtres vivants. Comment peut-on collecter et conserver les êtres vivants? Parce qu'on aura besoin dans l'étude, dans la classe collecte et conservation des espèces végétales. Alors, comment peut-on faire cela? On doit faire ou bien savoir comment faire un herbier. Donc, pour réaliser un herbier, la collection de plantes séchées, on procède de la manière suivante. Donc, la première des choses, on va récolter la plante. Bien sûr, la plante ne doit pas dépasser la taille d'une feuille A4. Et si la plante est très très grande, on peut utiliser des feuilles, seulement bien une partie de la plante. Et après, deuxième étape, séchage, c'est comment va-t-on sécher la plante, c'est-à-dire enlever l'eau qui se trouve dans cette plante-là pour la faire sécher. On bien étaler cette plante entre deux feuilles de papier journal parce que le papier journal il absorbe l'eau qui se trouve à l'intérieur de la plante. Mettre un poids sur le papier contenant l'espèce végétale. De temps en temps, on change le papier. Et voilà, on va poser quelque chose de dur en bas, puis on va poser la plante concernée, et puis on va la déposer une autre chose qui est un peu solide, et on peut mettre du poids sur les deux pour presser et pour faire sortir de l'eau et bien étaler la plante. Alors, de cette manière-là, vous pouvez faire un herbier des plantes concernant votre région. Troisième étape, la présentation. Comment va-t-on présenter notre travail? Alors, on va rédiger une étiquette portant le maximum de connaissances qu'on a ici. On a le nom latin, la date de récolte, le lieu de récolte, le nom vernaculaire. On va voir c'est quoi ça. Caractéristiques distinctives de l'espèce. Et on va coller cette étiquette sur le papier A4. Voilà un exemple que j'ai fait moi-même, mais ça fait très très longtemps. Il est encore en bon état. Donc, c'était cette plante d'ortie que j'ai récoltée à Sehla le 29/1/1980. Donc, j'ai indiqué ici Urtica sp. Urtica, c'est la famille d'Urticaceae. L'ortie, c'est le nom. Donc, Harayqa, c'est en arabe. Qurras, باللغة العربية. Et تقزيت بالريفية. Alors, voilà autre exemple qu'on peut faire. La fougère, le Pyrandium Achiolenium. Date de récolte, c'était le 25/9/2025. Lieu de récolte, c'est Baboudier, la région de Taza. Alors, le nom normalement qu'on a dit précédemment vernaculaire, ou un nom commun est en sciences de la nature, un nom indigène de la région, usuel en langue locale ou nationale donné à une ou plusieurs espèces animales, végétales dans son pays ou sa région d'origine. Un tel nom peut donc désigner des taxons très différents selon le contexte. Alors voilà, l'ortie que j'ai récolté et que je conserve toujours. Notre collection et conservation des espèces animales. Pour les plantes, il n'y a pas de problème, mais pour les animaux, c'est un peu compliqué un petit peu. Donc, il est souvent difficile de collecter des animaux du fait qu'ils se déplacent couramment dans leur milieu de vie. Ceci nécessite donc l'utilisation des techniques de collection spéciales telles que alors, observation, identification, localisation de l'endroit de cet animal, de la répartition des animaux en utilisant des jumelles pour les voir de loin et des appareils d'enregistrement enregistrer par exemple le chant de cet animal, les cris et le son des animaux. Comme ça, on aura une idée sur les caractéristiques de cet animal. On peut chercher des traces, des empreintes d'animaux comme les nids, les excréments. Avec même les excréments, on peut savoir le mode de l'alimentation de cet animal. Exemple, le pellet de réjection chez les chouettes, par exemple, les plumes, etc. Alors, la capture des animaux en utilisant des filets, des aspirateurs d'insectes, en utilisant des pièges aussi. Voilà des instruments qu'on peut utiliser pour récolter les animaux
que ce soit les animaux volants, utilisant le parapluie japonais, le filet fauchoir pour les insectes, l'aspirateur pour les insectes de petite taille. Voilà, d'autres instruments, pièges à insectes, filet à plancton pour les animaux de petite taille dans le milieu aquatique. Alors, pour la conservation des animaux, on procède comme suit. Alors, pour les annélides, c'est-à-dire comme les vers de terre par exemple, les poissons, les amphibiens, son corps ils sont mous, les reptiles, etc., on les met dans des bocaux, puis on remplit avec de l'eau, de l'alcool. On peut utiliser aussi le formol, mais à un pourcentage généralement dilué, à volume égal. Ensuite, on ajoute quelques morceaux de sucre pour conserver la couleur originale de l'espèce animale. Voilà un exemple de conservation. Alors pour les insectes, on les fixe sur papier cartonné avec du scotch ou des épingles. On met une sphère de phénophtaline. Je vais vous montrer l'image. Voilà. C'est ça le phénophtaline. Tout en indiquant le nom de l'espèce animale, le lieu, la date de capture. Voilà un exemple de collection des papillons. Voilà, ici on a un scorpion. Alors la collection et la conservation des êtres vivants, animaux et végétaux permettent de continuer les études de terrain au laboratoire et d'établir une classification de ces êtres vivants, que ce soit plantes, que ce soit animal. Voilà un exemple de collection des végétaux et des animaux. Alors c'est une définition préliminaire des composantes d'un écosystème. Donc l'écosystème constitué par biocénose, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants, c'est-à-dire la faune, la flore et les micro-organismes. Et puis, le biotope, c'est le lieu où vivent ces êtres vivants. Alors, c'est quoi? C'est l'eau, et puis l'air et le sol. Alors, tout ça, on l'appelle un écosystème. Donc, l'écosystème est un ensemble de biocénose plus le biotope. Alors, c'est quoi un écosystème? Donc, le schéma suivant représente un écosystème forestier dans une forêt. On voit ici différents animaux et végétaux, ainsi que le substrat où ils vivent. Alors, on vous demande d'observer attentivement ce schéma, puis classer les constituants de cet écosystème en composants vivants, biotopes et non vivants, abiotiques. Comment interagissent ces êtres vivants entre eux, entre différentes composantes, c'est-à-dire l'animal et son milieu de vie, et donner une définition simplifiée de la notion d'écosystème. Donc voilà un tableau qui va nous résumer ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Pour les animaux, le renard, l'hibou, buse, l'insecte, c'est un exemple comme vous avez vu en première année collégiale. Les végétaux, les arbres, l'arbuste, fougères, etc. Les composantes abiotiques, le sol, l'eau, l'air, la lumière. Voilà. Et présenté avec des images. Donc tous les êtres vivants sont plus ou moins liés entre eux. Cette relation, ça peut être relation trophique, c'est-à-dire alimentaire, compétition entre deux animaux, la prédation, un animal mange l'autre, parasitisme, et ils sont aussi en relation avec les éléments physiques et chimiques qui les entourent, c'est-à-dire l'eau, l'air et le sol dont ils vivent, c'est-à-dire le facteur abiotique. Donc voilà un exemple ou bien des exemples de compétition entre deux animaux sur la proie. Ici, une prédation, le lion qui a chassé un. Voilà. Et ici, voilà, le parasitisme. Ici, vous avez un exemple de parasitisme. Chenille parasitée par des cocons de guêpes. Ce qu'on appelle les braconidés ouverts sur une brindille d'acacia noir dans les montagnes Usambara à Tanzanie. Alors, les braconidés sont une famille de guêpes très diversifiées, endoparasites à l'intérieur ou extérieur, ectoparasites d'autres insectes. Donc la définition simplifiée d'un écosystème est un ensemble formé par un milieu de vie, biotope, c'est-à-dire l'eau, l'air, le sol, et les êtres vivants qui l'habitent, biocénose, en interaction les uns avec les autres et avec leur environnement. Voilà, en résumé, ici le biotope plus biocénose qui est égal à un écosystème. Alors, on peut classer normalement trois types d'écosystèmes.
il y a les systèmes plutôt macro-écosystèmes, c'est-à-dire macro c'est grand, les forêts, les mers, les océans. Il y a ceux qui sont entre les petits et les grands, les méso-écosystèmes, les dayas, les lacs, les prairies. Et voilà. Le troisième type d'écosystème, ce sont les micro-écosystèmes, très très petits qu'on voit ici, les lichens qui sont sur le tronc d'un arbre. Le tronc d'un arbre, au-dessous des pierres, on peut trouver des êtres vivants qui vivent dans cet endroit, on les classe dans les micro-écosystèmes. Merci de votre attention, j'espère que ça va vous intéresser. Et voilà, je vous laisse comme d'habitude avec Jean Dewey, qui a dit un proverbe: tout grand progrès scientifique est né d'une nouvelle audace de l'imagination. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.